Bonjour tout le monde, nous sommes de retour dans cette même salle pour la session sur le défi du travail non rémunéré pour les droits des femmes. Alors, l'intervenante principale de cette session sera le professeur Fatousso et moi, je suis Germaine Amekoudi du Fonds OSC et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette session sur, je reprends le thème, le défi du travail non rémunéré pour les droits des femmes. Elles sont des milliers de femmes et parfois aussi d'hommes qui travaillent pour la question des droits des femmes et des jeunes femmes dans le monde. On les voit sur les médias, on les voit sur les réseaux sociaux. Ils ou elles sont parfois victimes de persécutions, victimes de violations, de violences et de stigmatisation de tout genre. Mais on se pose une question, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire cela? Où est-ce qu'elles trouvent l'argent pour faire ce travail-là? Alors, travail non rémunéré des femmes, il y a plusieurs années, on appelait ça travail gratuit des femmes. C'est le premier concept qui est sorti. Et quand les concepts de travail domestique, que tout le monde connaît, à ce travail, on a rajouté gratuit, ça a été une espèce de révolution tout à fait mentale dans la manière dont on aborde le rôle reproductif des femmes. Parce que pour elles, ce travail dit gratuit est un travail qui est, comme le disent nos cultures, nos religions et nos systèmes sociétaux, c'est un travail qui correspond à notre nature. C'est-à-dire les femmes, c'est elles qui portent les enfants, qui les allaitent, qui les portent, qui les mettent au monde, qui les soignent, les allaitent. Donc, il y a ce travail initial, finalement, se perpétue dans un travail qui est aller au puits chercher de l'eau, aller chercher du bois, laver, cuisiner, nourrir la famille au fond jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire ce travail-là. Mais c'est un travail qui fait partie pour l'ensemble de nos sociétés comme un travail consubstantif au corps de la femme. Mais à partir du moment où on donne et on dit que ce travail est gratuit, on arrête de donner cette valeur morale et on commence à avoir une valeur quantitative et une valeur économique du travail des femmes. Et ce travail des femmes, au fond, ça la permet aux femmes de... Alors qu'en fait, avant, elles étaient dans des positions qui sont imposées par la société, par la société. Et je crois que ça a été très important, non seulement au niveau de la sociologie, au fond, peut utiliser ce travail des femmes gratuitement, parce que les femmes, au fond, elles nourrissent les ouvriers, elles leur donnent à manger, elles leur donnent un endroit sain dans lequel ils peuvent vivre, elles leur donnent de l'eau à boire, elles les nourrissent, elles les soignent quand ils sont malades, qui sont autant de soins que le capital ne prend pas en charge et que le capital ne met pas dans le salaire. Au fond, et les gens me disaient beaucoup que dans les pays du tiers-monde, on pouvait se permettre de payer le travail des femmes, on pouvait se permettre de payer les ouvriers, les artisans, les employés, un salaire faible, parce qu'il y a toujours une femme qui, derrière, donne des soins et qui, avec ce travail gratuit, reproduit la force de travail. Donc ça, c'est une première étape qui est importante. Mais ça permettait également, à partir du moment où les femmes se rendent compte que leur travail gratuit n'est pas un travail imposé par la nature, mais imposé par l'idéologie, alors qu'elle soit patriarcale ou pas, hein, parce que beaucoup de sociétés africaines n'étaient pas forcément patriarcales, il y avait un système duel. On remet en question la position des femmes et la position dominée des femmes. Et je pense que c'est ça qui est très important avec une sociologue française qu'on appelait André Michel,
qui, lorsqu'elle parle, qu'elle redéfinit la constitution de la famille, au fond, remet en question les relations entre les hommes et les femmes en montrant comment, à partir du travail gratuit, les hommes disposent d'une main-d'œuvre qui lui permet de se reproduire et, au fond, de vaquer à ses occupations. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, à la maison, le nourrit, le soigne et s'occupe de lui, donc sexuellement, mais également socialement et matériellement. Donc, ça veut dire qu'on remet en question la place des femmes, on remet en question ce qu'on appelle la nature. En fait, cette nature, elle est revue par la culture. Donc ça, c'est extrêmement important et ça a mené des débats beaucoup plus importants sur la position des femmes dans la famille et la position des femmes dans ce milieu culturel, économique et politique dans lequel elles vivent. Donc voilà quelques idées lancées en vrac. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un peut se dire un point et à ce moment-là, on peut avancer dans la discussion. Mais cette discussion, si elle est entérinée dans les sciences politiques en France ou en Europe, dans nos pays africains, il y a toujours quelqu'un qui peut vous dire, ah non, 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 ça c'est occidental. Nous, en Afrique, on donne une valeur à la mère, à la maternité, une valeur littéralement sainte, hein, qui fait que beaucoup d'hommes rechignent à repenser à ce travail des femmes, alors que, je ne sais pas comment on dit en Yoruba, en Fon, en Bamba ou en Soninké, mais en Wolof, on parle de liguer. Liguer ce travail. C'est aussi bien le travail reproductif des femmes qui font la cuisine que le travail du charpentier ou du paysan qui cultive la terre. Donc, dans nos cultures, on parlait bien de travail. Et quand un enfant réussit, au fond, on dit toujours que c'est le travail de la mère. Le travail reproductif est tellement important que nous donnons un socle à l'enfant pour qu'il puisse se développer et réussir plus tard dans la vie. Donc, cette idée qui est dans notre culture déjà où le travail domestique est un travail, le fait de revendiquer que gratuit, il n'est pas forcément obligatoire et devrait peut-être être rémunéré, ou au moins rémunéré symboliquement ou idéologiquement, est une question avec laquelle on a encore beaucoup de débats à mener. Voilà quelques mots pour introduire. Maintenant, je passe la parole à qui la veut. Je la veux. Voilà, allez-y. Alors, qui peut prendre la parole? D'accord, d'accord. Oui. Oui, merci Fatou. En fait, merci beaucoup pour cette brillante introduction. C'est un sujet vraiment qui continue de tellement nous passionner. Ce travail gratuit des femmes, ce travail sur le corps des femmes pour servir la société que personne ne veut le nommer parce que personne n'est prêt à payer, parce que s'il faut payer, ils estiment qu'ils n'auront pas les moyens pour payer. Alors, donc, ils préfèrent se cacher et dire, on ne paie pas. Mais en fait, partant de cette réflexion, j'ai réalisé que nous avons fait tout ce travail pour le travail domestique, pour valoriser le travail qui est fait à la maison et qui n'est pas rémunéré. Mais nous avons oublié de réaliser qu'au sein du mouvement des femmes, le travail que nous faisons au sein de nos organisations, nous le faisons bénévolement. On vous dit, parce que c'est une association et parce que vous êtes au conseil d'administration, vous n'avez pas droit à une rémunération. Naturellement, quand vous venez de créer l'association et que la structure n'a pas de ressources, ça ne pose de problème à personne. Mais quand la structure commence par avoir des ressources, c'est vous qui écrivez les projets, c'est vous qui écrivez les procédures, c'est vous qui coordonnez l'organisation, c'est vous qui coordonnez la mise en œuvre, c'est vous qui rédigez le rapport, c'est vous qui travaillez pour mobiliser des ressources additionnelles. Et on vous dit, parce que vous êtes la présidente ou la secrétaire générale ou la trésorière ou quel que soit le nom qu'on nous appelle, dans un conseil d'administration, vous n'avez pas le droit à une rémunération. Moi, je dis que c'est le travail gratuit pour les droits des femmes. Est-ce que c'est parce que nous sommes dans le social? Est-ce que c'est parce que nous travaillons pour les droits des autres femmes que nous n'avons pas droit à une rémunération? Les médecins font du social, mais au moins, ils ont besoin d'un salaire. Quand ils ouvrent leur cabinet, vous venez pour les consulter, vous payez les frais de consultation.
Mais pourquoi est-ce qu'au sein de ce mouvement, parce que c'est une culture qui a été établie au sein de la société civile et des organisations de femmes. Dès que vous dites que vous êtes militante, on vous convoque pour n'importe quelle réunion en Paris, en Europe, aux États-Unis, n'importe où, pour apprendre de vous. On vous invite, on vous donne à manger et puis vous leur disiez tout. Mais voilà ce technicien, cet universitaire qui sort et dit, en tout cas, moi, je ne suis pas société civile. Moi, je suis consultant. Si vous voulez avoir mes idées, voici mon tarif. On dit, ah bon, donc tu es consultant. Comme tu es consultant, toi, on va te payer. Mais vous, là, quand vous dites que vous êtes société civile, vous, on vous achète juste le billet d'avion, on vous paie un hôtel, on vous donne à manger, et puis c'est tout. Et on revient. Donc, pour moi, beaucoup de mots que nous avons au sein de ce mouvement et dans nos organisations viennent du système. Ce système que je n'ai pas créé. Moi, je suis venue le découvrir, vous savez, vous le tenez. Moi, je ne sais pas d'où c'est venu et pourquoi il doit travailler gratuitement. On l'a fait, mais seulement maintenant que nous devenons de plus en plus matures, nous prenons du recul par rapport à un certain nombre de choses qui se faisaient d'une certaine manière. Et moi, je réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Et un certain nombre de problèmes que nous avons au sein du mouvement viennent de cette manière de s'organiser. Parce que quand vous prenez les anglophones, ou bien même quand nous allons dans des réunions internationales, toutes celles qui viennent, qui représentent ces organisations, sont des salariés de ces structures-là. Et dans la même réunion, il y a cette injustice, ou bien même au niveau de nos pays, quand nous asseyons avec les États, tous ceux qui sont dans la réunion sont des salariés et les seuls qui n'ont pas de revenus, c'est nous. Alors, c'est quoi ça? Et pourquoi est-ce que j'ai soulevé cette question dans certaines réunions? On me dit, militant, déjà, on ne nous a jamais recensés. Donc, personne ne connaît nos nombres, mais seulement un des bailleurs présents a tiqué, dit, on ne peut pas payer pour ça. J'allais juste dire à cette personne, est-ce que toi, tu n'es pas salarié, à faire le travail pour les droits des femmes? Alors, pourquoi est-ce que tu ne peux pas payer les militantes? Nous recevons l'argent pour faire les projets, mais on vous dit clairement, on ne veut pas financer vos salaires. La ligne salaire, là, enlevez ça. Oui. Alors, nous sommes quoi exactement? Donc, moi, c'est la question, le travail pour les droits des femmes, le travail non rémunéré pour les droits des femmes, est-ce que c'est normal? Alors, est-ce qu'il y a une... Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Donc, pendant que quelqu'un prend la parole, je voulais dire, enfin, c'est vrai que je suis arrivée très tardivement dans l'organisation et je n'avais pas compris que c'était ça le thème. Vous savez, en ce moment, j'appartiens à une autre organisation. En ce moment, on a notre Board of Trustees, notre conseil d'administration. Et c'est exactement la question que l'on se posait ce matin. Et la question, c'était, parce que quand l'organisation a été montée, moi, je suis arrivée quelques années plus tard, mais c'est une organisation qui était montée par des universitaires. Chacune d'entre nous avait un salaire, appartenait à son université, donc avait un salaire. Au moins, aujourd'hui, j'ai une retraite, donc je peux me permettre de faire ce travail non rémunéré dans les organisations. Mais on s'est rendu compte, au fur et à mesure, que si on voulait engager d'abord un personnel administratif pour faire le courrier, répondre, etc., et si on voulait engager de plus jeunes générations qui ont besoin de gagner leur vie, c'est difficile de les attirer et de les garder. Parce qu'au fond, les bailleurs de fonds disent toujours la ligne, vous savez, la ligne salaire, 8%. voilà, salaire, loyer de bureau, etc. C'est comme je disais, mais vous voulez que nos organisations, nous les montions dans nos cuisines. Aujourd'hui, ça va parce qu'on a une organisation en ligne. Donc, chacun peut faire ça de sa table de cuisine ou de sa chambre à coucher. Mais quand on n'était pas encore en ligne, on avait besoin d'un bureau. Or, trouver l'argent pour financer un bureau, une secrétaire permanente, un téléphone, etc., c'était extrêmement difficile à faire avec les bailleurs de fonds. Et alors, eux, les agents de ces donateurs, qui sont des salariés, passaient leur temps à nous dire, mais vous savez, nous ne pouvons pas prendre en charge vos salaires. Et moi, je sais que j'ai passé mon temps à dire, vous êtes payés, mais nous ne le sommes pas. Mais c'est comme si, quand vous êtes des militants, un militant n'est pas payé. Et c'est vrai qu'on a été pris au piège
Parce qu'on avait un engagement à la fois politique et moral de monter une organisation, de défendre les droits des femmes, surtout dans les années dans les années 80 jusqu'à 2000. C'était un travail qui n'était pas rémunéré pratiquement nulle part, jusqu'à ce qu'on ait une NGOisation de nos structures. Mais non, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça, je pense, ça part également de l'idée que on voit le travail, mais je pense que ça part également du travail gratuit des femmes. Parce que pas beaucoup d'hommes, parce que les hommes ne restent pas dans les organisations sans être payés, bon, parce qu'ils disent, moi, j'ai une famille à nourrir. Comme si les femmes n'avaient pas, elles aussi, de famille à nourrir et de... C'est ça. Donc, mais je pense, Fatou, que tu n'as pas tort. Hein. En fait, les deux sujets sont très liés. Et on a des leçons à prendre du travail qui a été effectué pour valoriser le travail domestique. Hein? Parce que c'est la même argumentation, c'est la même approche, c'est le même schéma. Et quand je compare l'organisation dirigée par les hommes, je ne sais pas comment, mais ils ont trouvé la solution. Chez nous, ça veut parler. Rita Choupa, je m'engage comme... En fait, ce sens où un tout petit peu victime du entreprise privée, responsabilité sociétale des entreprises, égalité et tout. Bon, je suis arrivée dans une... On me disait, eux, ils respectent RSE et tout, responsabilité. Quand j'arrive, je travaille des compte que j'étais responsabilité. Et moi, je ne perçois pas mon salaire, je dis, dès le premier mois, je ne me réponds pas. Le quatrième mois, je vais signaler chaque fois, je ne recevais pas de réponse. Je suis allée directement, je suis allée directement à la maison, à la société, je veux dire quoi, au siège. Je suis allée directement au siège rencontrer le directeur général. J'ai parlé de mon problème et tout. Il m'a dit clairement, mais toi, tu es une femme, tu n'as pas d'enfant et ton adjoint, lui, c'est un homme et il a des responsabilités. Vous pouvez supporter. En attendant, lui, au moins, on peut gérer ça. Depuis ce jour, je suis sortie de son bureau, j'ai mis fin à ce travail. Je ne suis plus jamais retournée dans une entreprise privée. Et là, je me suis sentie vraiment insultée. C'est un peu ça. C'est pour dire, il y en a qui peuvent dire dans les entreprises, ils respectent la responsabilité sociétale de l'entreprise, surtout au niveau égalité et tout, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est compliqué, vraiment, la vie d'une femme. Mais c'est comment la femme, c'est elle qui fait l'enfant, c'est elle qui tient. En tout cas, vous savez, la plupart de ces tests sont écrits par des hommes. J'essaie de traduire le code des personnes et de la famille du Togo. J'ai tellement ri, j'ai tellement souri. Parce que le code a été écrit par les hommes. Dès que tu le lis, tu sais que c'est un homme qui a écrit ce test-là. Donc, un homme, il n'a même pas porté grossesse, il n'a même pas fait enfant, mais il a une responsabilité. Et la femme qui gère tout, du matin jusqu'au soir, on pense qu'il n'a pas de responsabilité. Donc, c'est parce qu'on leur a laissé l'espace de faire ça pour nous que maintenant, nous sommes en train de réaliser que la plupart de ce qu'ils ont écrit pour nous ne nous conviennent pas. Donc, on travaille dans une entreprise, on te dit parce que toi, tu es femme, tu n'as pas d'enfant. Bon, je ne vais pas m'énerver pour ça. Pour le moment, je suis préoccupée par le travail non rémunéré pour les droits. Mais... Qui d'autre a un commentaire à faire? Il y a je vois plusieurs personnes. Moi, j'ai un commentaire à faire. Toujours oui, dire votre nom, la question de l'enfant. Oui. C'est de la ligne. Est-ce que vous pouvez dire votre nom quand vous voulez la parole? Voilà, allez-y. D'accord.
Toujours sur la question de la non-rémunération du travail pour les droits des femmes, on remarque généralement, comme Mme Massan l'a dit et Mme Fatou l'a dit également, que on considère que c'est de fait, en fait, que c'est normal que vous le fassiez parce que vous avez une passion pour ça, parce que vous vous êtes engagé et donc vous n'avez pas besoin d'être rémunéré pour ça. Et moi, l'autre aspect que je voulais soulever, c'est au niveau des parents, en fait. Quand vos parents vous voient aller dans les réunions, on vous voit sur les médias, on vous voit à la télé et tout, et tout. En fait, même les parents ou bien même les proches, pas seulement les parents, mais les proches, les amis pensent que vous gagnez quelque chose dedans. C'est ça le revers de la médaille, en fait. On pense que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur les médias et autres, donc vous êtes en train de gagner quelque chose dedans. Et donc, parfois, on a même honte de dire qu'on n'y gagne rien. Parce qu'on attend encore en retour de vous que vous fassiez quelque chose parce qu'on vous connaît, on vous voit sur les médias, on vous voit parler, vous rencontrez des gens. Donc, c'est forcément parce que vous gagnez quelque chose dedans que vous continuez. C'est cet aspect-là sur lequel moi, je voulais aussi attirer votre attention, surtout pour la jeunesse. Il y a une pression sociale énorme en ce moment. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Moi, bon, je ne sais pas si les autres veulent réagir, mais j'ai tellement de choses à dire. Allez-y, je vois une main levée là. Je vois une main levée, c'est Marie-Laure. Marie-Laure. Oui, allez-y. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais mettre la vidéo. Je suis Marie-Laure. Il y a un problème de réseau. Ça va arriver. Marie-Laure depuis le Gabon. Oui. Ok, je disais que le thème est tellement intéressant. Il est important dans la mesure où effectivement tout ce que mes prédécesseurs ont dit est juste. Ici, par exemple, dans notre pays, je vais prendre le cas de nos associations, surtout de lutte contre les maladies. Nous voyons, par exemple, lorsque nous voulons mener une action, nous avons les membres de nos associations qu'on amène pour travailler. Et lorsqu'on les amène pour travailler, ces membres-là exigent toujours soit le taxi, on appelle ici la restauration, c'est-à-dire un sandwich ou bien une bouteille d'eau durant l'activité. Et comme vous l'avez bien dit, nos organisations, nous n'avons pas assez de moyens, mais nous voulons mener des activités. Nous voulons travailler, nous voulons mener des activités de sensibilisation dans les écoles, dans les marchés et partout, mais nous n'avons pas assez de moyens. Comment faire pour prendre en charge ces volontaires ou alors ces bénévoles? Déjà que ce thème, nous, on ne veut plus prononcer ce thème-là ici parce qu'effectivement, ça nous fatigue. Déjà, la loi qui crée les associations en territoire gabonais, elle est déjà caduque. On a révisité, à actualiser parce qu'elle date de 62. Et donc, toutes les associations créées en territoire gabonais sont à but non lucratif. Donc, vous voyez que nous sommes d'abord butés sur ce point-là. Absolument. Nous sommes en train de nous battre, voir comment est-ce qu'il faut actualiser la loi pour que les associations quittent le statut à but non lucratif pour qu'elles deviennent comme des coopératives. Et donc, pour mener des activités, demander de l'argent, ça revient à, comme disait Mme Massan, vous n'avez pas droit à des salaires parce que vous êtes des associations à but non lucratif. Et cela nous cause énormément de soucis. Parce que les membres, bon, on peut dire les membres, ceux qu'on prend pour travailler avec nous, si on ne paye pas de taxi pour aller travailler, si on ne donne pas de sandwich, si on ne donne pas de l'eau, ils vont aller le premier jour, le deuxième jour, soyez-en sûrs qu'ils ne seront plus là. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau du pays? C'est justement faire des plaidoyers pour revendiquer, je ne vais pas appeler ça salaire, peut-être ils ont peur du mot salaire, mais peut-être une indemnisation. C'est-à-dire qu'on ait des rubriques, des lignes d'indemnisation dans nos différentes organisations. Lorsqu'on travaille surtout avec des gros partenaires, je peux parler du Fonds mondial, je peux parler de l'OMS, de l'UNICEF et autres. Donc, on essaie des rubriques indemnisation pour nous occuper, pour prendre en charge notre personnel.
Parce que je vous assure que parler de salaire pour tous ceux qui sont dans les organisations, c'est un long combat. C'est un long combat. Il faut vraiment qu'on réfléchisse sur quelle stratégie mettre en place pour qu'on puisse quand même avoir, ne fût-ce que les indemnisations de ceux qui travaillent, des membres des organisations. Voilà un peu ce que je peux apporter par rapport à cet aspect-là. Oui, vous avez raison. Ben, merci beaucoup. Mais on a la même chose presque partout hein, dans nos organisations. Quand on fait un séminaire même de formation, au fond, quand on amène les gens, moi, je suis obligée de demander à la personne qui a financé l'activité d'avoir des frais de transport, d'avoir un repas, parce que les gens passent la journée. Et pour les gens qui viennent faire la formation, je demande de plus en plus quand même des indemnités. Alors, on appelle ça indemnité parce qu'on ne va pas donner un autre nom que celui-là, parce que le fait d'exiger un salaire est quelque chose de rédhibitoire, quoi. C'est difficile de le faire passer dans les budgets. Mais c'est vrai que ce travail gratuit des femmes, un travail gratuit qu'on a dans les ONG, à cause du fait que nous ne sommes pas des consultants, mais des militantes et des militants qui font que l'engagement est toujours gratuit. Ça, c'est vrai. Mais Fatou, c'est écrit par qui que ça devrait être gratuit? Qui a écrit ça? Qui a établi cette règle? Je l'ai écrit nulle part, mais c'est entendu. Je l'ai écrit nulle part. C'est assez fort pour que ça… Alors… s'il vous plaît, je voulais m'ajouter un aspect, s'il vous plaît. Oui. En dehors de ce que nous sommes en train de faire, nous demandons à ce que les relais communautaires soient revalorisés. Et nous sommes en train d'acquérir justement ces plaidoyers. Nous sommes en train d'arriver parce que l'État gabonais, bon, surtout le ministère de la Santé, a pris le sujet à bras le corps. Et donc, nous sommes en train d'écrire la politique communautaire, par exemple, de santé. Donc, pour valoriser justement les relais communautaires, parce que les PDM dont je parlais là, on donne 5000 jours. C'est insuffisant. C'est vraiment, ça reste insuffisant. Voilà. Donc, nous sommes, je crois qu'il faut qu'on se lève. Merci. Bonsoir, je ne sais pas si je peux intervenir, s'il y a de la place. Allez-y, donnez juste votre nom, comme ça on sait qui parle. Qu'est-ce qui parle? Laetitia. C'est Laetitia, voilà, Laetitia Toniello. Laetitia. Alors, je suis très heureuse qu'on puisse avoir cette thématique parce que moi, je souhaiterais surtout aborder la question du danger que le travail non rémunéré a pour le mouvement lui-même. Parce que, comme par exemple, pour un parent qui a payé des études à son enfant, qui décide un jour d'aller travailler dans le secteur, dans le social, le parent n'est pas d'accord. Le parent a peur parce qu'il se dit, voilà quelqu'un, il va aller dans ce secteur pour gagner sa vie. Comment? Pour dépendre, pour. Et ça freine même la découverte de nouveaux talents, la rétention de talents même dans le secteur. Parce que c'est quand vous commencez à passer à la télé, moi je vais prendre mon exemple, j'avais un boulot superbe en 2018 et j'ai démissionné pour réaliser un documentaire sur le viol et les violences conjugales au Cameroun. Mais comme on ne m'a pas traité de folle, c'est parce qu'on ne me l'a pas dit en face. Les gens l'ont pensé, j'ai pris mes économies, j'ai tout mis dedans. Mais c'est quand les gens commencent à te voir à la télé, c'est quand les gens commencent à te voir qui se disent « Ah, mais voilà quelque chose qui est en train d'être fait. » Mais la réalité, c'est que derrière, tu peux passer à la télé, mais tu n'es pas payé pour ça. Tu peux passer, tu voyages, tu vas à des conférences, mais tu n'es pas payé pour ça. Et on ne le dit pas assez. Ça crée même des fois une certaine forme de honte qui peut entraîner, qui peut aboutir à une forme d'isolement de la militante elle-même. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut résoudre parce que si on a des personnes qui sont payées, qui peuvent avoir des plans de carrière clairs, qui peuvent faire des projets et se dire, OK, je vais m'engager
et je ne vais pas être paupérisée parce que je suis engagée. À ce moment, on aura plus de talent et on aura plus d'engagement. Et les résultats que les bailleurs de fonds eux-mêmes recherchent dans les projets, les données qu'ils recherchent à tous les niveaux, ces données-là et tous ces résultats-là, on pourra les atteindre plus facilement. Donc, c'était ça ma participation. Je fais mon... Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, je vois, alors c'est Nyo Nougan. Allez-y, vous avez la parole. Oui, bonjour le panel. Et j'aimerais intervenir. Vous pouvez donner votre nom, comme ça, votre nom et ce que vous faites, hein, pour que les autres sachent. C'est Hunyo Afi Nyonougan. Je suis chef division prévention des conflits au ministère des Droits de l'Homme. Je suis togolaise. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je crois que Laetitia a tout dit. Il y a un grand risque dans ce refus, si je dois le dire ainsi, dans ce refus de rémunérer les activistes. Je ne parlerai pas seulement des femmes, mais de tous ceux qui militent pour les droits de l'homme en général et qui ne sont pas rémunérés parce que ce sont des initiateurs de leurs projets sociaux. Et le risque est grand parce que si je vais devenir indigent pour avoir décidé d'aider les indigents, il va arriver un moment où je vais devoir me retirer parce que je vais avoir besoin de me préserver. Le risque est très grand. Donc, et les occasions pareilles, c'est de très bonnes occasions pour mûrir des idées, pour que des lobbying efficaces soient faits à l'égard de qui doit aider à ce que des situations pareilles puissent être revues pour que des actions concrètes soient faites pour que on puisse éviter le pire dans ces cas-là. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. D'accord, merci. Qui veut prendre la parole? C'est pas Mazan. L'autre personne, là, je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas moi. À l'autre forum? Je pense que la personne a été... C'est ton double. C'est pas Sosie. C'est pas son double. Hein? Ah, c'est pas son double, d'accord. Bon, merci beaucoup pour la parole. Que je trouve intéressante. Moi, c'est Dorcas Cécile Livy, je suis stagiaire sur le forum. Donc, j'avais une question. On parle du travail non rémunéré pour les droits des femmes, c'est-à-dire de ces activistes-là qui travaillent gratuitement. Mais je me posais la question, si c'est qu'on mettait un fonds en place, par exemple, que tous ceux qui travaillent pour les droits des femmes auront peut-être 50 000 ou peut-être 80 000 par mois, est-ce qu'on aura de vrais activistes, c'est-à-dire les personnes qui vont vraiment militer pour la cause? Parce qu'on sait à quel point tout le monde aime l'argent, même moi j'aime l'argent. Donc, si je sais que j'aurai 50 000 par mois, même si je ne suis pas féministe, je vais aller prendre l'argent là. Donc, je me demande comment on peut arriver à mettre en place une subvention qui va aider ces vraies militantes-là et ne pas par la même occasion attirer des bourreaux en quelque sorte. Merci beaucoup. Mais écoute, vous savez, vous avez un niveau bas quand même, hein, parce que demander 50 000 francs par mois, aucune activiste, même si elle ramasse seulement, nettoie les verres, 50 000 francs ou 80 000 francs CFA par mois, ça ne va ne l'amener nulle part. Ce n'est pas un salaire, on n'arrive pas à vivre avec. Mais je crois que je voudrais peut-être élargir un peu la question. C'est au fond, non seulement la non-rémunération, mais le niveau bas de rémunération de nos organisations, le niveau bas de rémunération dans nos pays par rapport à d'autres ONG à l'étranger. Je vois par exemple, hein, quand il y a plusieurs années, les États-Unis ont beaucoup financé de recherche et d'action sur le terrain en matière des droits de l'homme, aussi bien
en droit sexuel, droit reproductif, droit au travail, droit politique. Et donc, il y a eu un énorme financement mis en place par les États-Unis. Mais les États-Unis, comme l'argent qui est donné aux organisations des sociétés civiles dans le monde, c'est un argent de l'État américain, donc composé des impôts des citoyens. Il y a une règle aux États-Unis pour que tout argent qui va à une société civile africaine, par exemple, passe d'abord par une société civile américaine. Ça signifie que toutes les fois qu'on a fait des travaux, par exemple, on a fait The Prohibition Council, qui est une très, très grosse ONG américaine financée par l'USAID et le gouvernement américain et des fonds de grosses, la Fondation Ford et d'autres fondations. Au fond, toutes les fois qu'elle a financé nos activités, nos réunions, des ouvrages que nous avons fait, l'argent a d'abord été remis à une ONG et cette ONG-là a travaillé. L'argent a transité par une ONG qui a prélevé sa dîme dessus avant que ça nous revienne. Donc, si je donne un exemple, on a eu une réunion sur la santé de la reproduction et les droits sexuels et reproductifs dans les années, à la fin des années 90, début 2000. On était à Brazzaville. Donc, on a eu de l'argent pour ça. Mais pour faire ça, il a fallu que j'accepte que ce soit une ONG américaine qui vit au Sénégal, qui reçoive l'argent, qui recrute avec moi. Alors, on m'a imposé, par exemple, quelqu'un pour prendre des notes, écrire le rapport. Or, il est entendu que nous faisons les communications, nous discutions entre nous, et les personnes qui avaient fait leur communication après la finaliser pour publication, et moi, je recevais des informations et je faisais un rapport. Mais on m'a imposé quelqu'un qui a fait un rapport et qui, au fond, a fait un mauvais rapport, qui n'était pas à la moitié de ce qu'on avait dit, qui n'était pas... Et ça, j'avais trouvé insupportable. Alors, moi, j'avais refusé. Puis quand même, le groupe m'a dit, bon, écoute, c'est pas parce que tu es la présente que tu refuses, hein, on va accepter quand même l'argent. Donc, c'est déjà au départ, au niveau des bailleurs de fonds. Au fond, la société civile africaine, elle est moins payée que toutes les autres sociétés civiles dans le monde, peut-être moins dans les pays de l'Est et peut-être pas en Chine. Mais quand vous comparez ce que gagnent en faisant le même travail sur le terrain, les agents d'une ONG américaine et les agents de la société civile avec qui cette organisation est en relation, et au fond, c'est nous qui faisons le travail, parce que c'est nous qui parlons la langue, c'est nous qui connaissons le terrain, ils ont des salaires mutués par X par rapport à nos contrats de consultation. Donc, je crois que c'est une question beaucoup plus large qu'on n'a pas encore totalement résolue. Hein. Je ne sais pas comment... les constats sont là. En tout cas, je pense que c'est un début de réflexion, ce que nous sommes en train de faire là, qui en principe doit entraîner de plus grandes actions, initiatives, discussions, de la même manière que ça a été fait pour valoriser le travail domestique des femmes. Je pense qu'on doit faire des actions similaires pour amener cette thématique sur l'agenda international pour en discuter. Parce que moi, je pense que c'est une violation des droits. Dorcas, je crois, Dorcas, c'est toi qui avais intervenu tout à l'heure. Enfin, oui, c'est mon sosie. C'était moi. J'allais te poser la question. Est-ce que nous avons de faux médecins parce que les médecins sont rémunérés? Les médecins ne sont pas rémunérés, hein? Mais les médecins sont mal rémunérés. Non, attends. Même pas bien rémunérés, les médecins ont un salaire. Parce qu'elle émet l'idée que si on ne commence pas à payer les militantes, on risque d'avoir des militantes qui ne sont pas passionnées. Alors, est-ce que le fait que les médecins sont payés, est-ce que ça permet de générer de faux médecins? Madame, juste à cause du fait que... Je vais répondre à la question. Qu'est-ce qui répond? Qu'est-ce qu'il y a? Juste à cause du fait que le salaire en médecine est bas, la plupart des personnes qui commencent, ils abandonnent au cours du route. Juste parce qu'ils sont venus avec la mentalité de l'argent. Donc, si on augmente
Les gens vont venir. Bon, ça, c'est mon avis. OK. OK. Mais seulement, ce que nous sommes en train de soulever ici, c'est que le travail que nous faisons, tu es stagiaire, le travail que tu fais dans le cadre de ce forum, si on avait pris un consultant, on le paierait bien. Mais parce qu'on dit que toi, tu es militante, on dit si on te donne 50 000 francs, c'est largement suffisant pour que tu puisses manger et boire. Ça s'arrête là. Mais le consultant dit, parce que moi, je m'appelle consultant, mon salaire, c'est, mon honoraire, c'est 50 000 par toutes les 30 minutes ou bien toutes les 30 secondes. Non, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, c'est juste pour dire que c'est quelqu'un qui sait comptabiliser son temps et valoriser son temps. Mais parce que nous sommes des militants, nous faisons le même travail. C'est exactement ce que tu dis, Fatou. Nous faisons le même travail, mais simplement parce qu'au nom du fait, soit qu'on est africaine, au nom du fait qu'on est militante et passionnée par ce que nous faisons, il y a une règle, c'est une culture institutionnelle qui s'est établie, qui fait qu'on estime qu'on ne peut pas nous payer. J'étais en train de discuter, la CEDEAO devait établir un bureau quelque part, et j'étais en train de leur dire, si c'est, en fait, comment ils appellent ça? La CEDEAO a mis en place le groupe de la société civile de la CEDEAO, une structure là, qui s'appelle FOSCAO. Oui. Et quand ils ont mis en place la structure, ils n'ont pas ressourcé la mise en place de la structure. Et donc, cette structure a toutes sortes de problèmes. Quand moi, j'étais dans leur réunion, je leur dis, si c'était la CEDEAO qui devait ouvrir un bureau, est-ce qu'ils pensent qu'ils n'allaient pas mettre le budget pour avoir le cadre, pour payer le personnel correctement, mettre les véhicules, mettre toute l'infrastructure? Ils le feraient systématiquement parce que c'est un bureau de la CEDEAO. Mais parce que c'est une structure de type associatif, ils estiment que vous n'avez pas besoin de ressources pour le faire tourner. Mais comment la structure tournerait? On attend de vous que vous ayez des employés qui vont gagner, comme Dorcas le dit, 50 000 francs. Qu'est-ce que la personne va faire avec 50 000 francs, avec un per diem de 5 000 francs par jour? La personne va faire quoi? Non, je pense que cette discussion que nous sommes en train d'avoir est un début pour soulever un problème plus profond et plus important et pour aller interpeller les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont mis en place cette règle ou bien sont en train de se prélasser de cette règle existante parce que ça leur convient, ça ne les dérange pas. En fait, ça ne les dérange pas parce qu'ils ne savent pas ce que nous vivons. Oui. Mais nous qui le vivons, qui prenons notre temps, dans certains cas, comme tu le dis, tu as ton travail habituel, mais parce que tu es passionné par l'association, quand tu reviens le soir, c'est maintenant que tu commences le travail associatif. Pendant 3 heures, pendant 10 heures, parfois, tu montes le projet, tu montes le dossier et on travaille comme ça en doublant sa rémunération de ce côté-ci. Qu'est-ce que ça coûterait de prendre quelqu'un de performant comme Laetitia, à qui vous payez et qui fait le travail pour vous et vous supervisez? Je parlais encore à quelqu'un, par exemple, je dis, chez eux là-bas, ils font bénévolat. Mais il faut d'abord voir à quoi ressemble le salaire pour qu'ils fassent bénévolat. Je lui dis, si toi, ton salaire, il faut savoir que au Togo, les salaires sont très bas. Un fonctionnaire togolais gagne à peine $400. Je lui dis, si toi, tu avais environ $4 000 par mois, est-ce que tu crois que tu ne ferais pas bénévolat? La personne qui gagne $400, il va... Non, il dit, je ferai bénévolat. Il faut avoir de bonnes ressources et puis ensuite, tu peux donner gratuitement ton temps. Là, les personnes qui se retrouvent dans le secteur associatif, parfois, ce sont des fonctionnaires de l'État qui gagnent si mal leur vie et qui cherchent une compensation. Et même tout le travail que nous investissons ici, quelqu'un estime que nous n'avons... Non, je ne parle pas des faux semblants, mais je parle des gens comme nous qui faisons du travail réel, mais à qui on refuse une rémunération au nom du fait que vous êtes militante. Et je pense que c'est un débat profond, parce que comme je le dis, c'est les bailleurs eux-mêmes qui ne veulent pas valider ça. Mais exactement ce que tu es en train de dire, si c'était une Américaine. Ah oui, elle serait... Oui, parce que la loi chez eux leur interdit. Mais comme nos pays ne sont pas structurés, le cadre juridique n'est pas suffisamment calé, alors ils se permettent des choses chez nous. Donc, c'est à nous de nous organiser et de commencer par nous mobiliser pour qu'ils réalisent que ce que nous sommes en train de faire, c'est du travail. Franchement, absolument. Si nous sommes bien structurés, nous aurons de meilleurs impacts. Mais là, ils veulent... Il y a un ami au Ghana qui me dit, il y a un bailleur qui veut le financer.
le bailleur dit, il apporte l'argent pour le projet, mais il ne veut pas financer le loyer, il ne veut pas financer le salaire, il ne veut pas financer les frais de fonctionnement. Les Allemands ont fait ça. Alors, les Allemands ont fait ça à l'université. Il lui dit, oui, mais votre idée, c'est quoi? Vous voulez venir m'utiliser pour faire le travail pour vous et vous ne voulez rien payer. Alors, prenez votre argent et partez. Comme si l'argent pouvait marcher tout seul pour venir faire le travail. Donc, il y a toutes sortes de réflexions, de philosophie derrière. On dit, en tout cas, c'est vous qu'on vient aider en Afrique. C'est pourquoi? Comment on vient vous aider? Pourquoi on doit vous payer encore pour aider vos compatriotes? Mais c'est un non-sens et je pense que nous devons réfléchir, mettre nos idées ensemble, argumenter, élaborer une stratégie et voir comment on inverse ça. Nous avons été passionnés. Fatou, quand j'étais beaucoup plus jeune, mais aujourd'hui, je ne suis plus. Mais l'héritage que nous laissons derrière nous, à nos petites sœurs comme Dorcas, ils vont prendre la relève. Et qui, quand ils atterrissent, c'est vrai, quand ils nous voient aller aux missions, ce sont des gens qui croient que chaque fois quand vous allez mission comme ça, vous prenez avion. Non, si tu prends avion, c'est que tu as beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent dans le fait de prendre avion. Donc, quand on revient, on ramène toujours des cadeaux. Donc, les gens sont complètement convaincus que le fait d'aller en mission à droite et à gauche nous rapporte. Et ces jeunes veulent suivre nos pas et ils vont faire la découverte amère comme nous que c'est un secteur pénible. Donc, celles qui disent c'est l'avenir du mouvement qui est en jeu, c'est vrai. Il y a un certain avenir. Quand les jeunes découvrent ça, mais ils marchent à reculons. Ils veulent prendre la tête de nos assurances et tout. C'est une qui m'a dit, mais il n'y a rien dans la personne est devenue présidente d'une association que j'ai créée. Elle croyait qu'il y avait beaucoup d'argent dedans. Il n'y a rien. À la limite, c'est toi qui mets encore tes ressources dedans. Oui, absolument. Manuela veut revenir. Non, absolument. Oui. Et qu'est-ce qui voulait prendre la parole? Oui, c'est moi. Merci beaucoup pour la parole. C'est vraiment un thème très intéressant. C'est bon, s'il vous plaît? Oui, allez-y. D'accord. Un thème très pertinent parce que, comme Madame l'a dit, beaucoup de personnes ils pensent que c'est vraiment quelque chose de grandiose, que vous gagnez vraiment. Et toi-même, tu n'as pas le... Comment je vais dire ça? Tu n'as pas le courage de leur dire que c'est toi-même qui dépenses. Et maintenant, ce que Dorcas veut dire, c'est de trouver un juste milieu pour la chose. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées, qui veulent être engagées, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas. Parce que déjà, pour une semaine, faire les déplacements, tu dois manger, c'est vraiment quelque chose. Alors que nous sommes pour la plupart des étudiantes, des gens qui travaillent, mais bon, c'est à combien le salaire même, c'est ça aussi. Et maintenant, si on commence à rémunérer ces personnes-là engagées, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir sur sa connexion. Parce que c'est... il y a du luxe. Maintenant, comment vous m'écoutez? Manuela, il faudra te déplacer. Ta connexion est très mauvaise. On entend mal. Hein? Elle va arranger ça. Peut-être Isiba va aller. Allô? Allô? Ok, oui, la personne suivante. Isoba, Isoba, allez-y. Merci beaucoup pour ce débat passionnant que nous avons pris l'habitude de mener avec les jeunes. Moi, je suis presque dans la cinquantaine et je dis, mais AFEDA, par exemple, est née d'une vision parce que nous sommes dit des femmes, nous avons gagné nos vies, nous avons réalisé des choses, nous avons occupé de grands postes, mais qu'est-ce que nous avons fait pour les autres? Et c'est ça qui nous a poussé à créer AFEDA. C'est-à-dire, nous sommes accomplis d'abord. Moi, par exemple, mon militantisme n'a pas commencé au début. Mais je plains les jeunes aujourd'hui qui, après le bac, à l'université, sont dans le militantisme. Et avec ce cercle de paupérisation que les bailleurs nous ont imposé, parce que pour moi, c'est un cercle de paupérisation, c'est-à-dire pour nous appauvrir. Lorsque je vois l'engagement des jeunes, leur dévouement, je dis, mais
il va faire ça, il est président d'association, il va se marier, il va nourrir sa femme comment? Il va nourrir son enfant comment? Il va payer son loyer comment? Et c'est tellement passionnant pour les jeunes, leur fougue, leur dynamisme, tout ça là, quand ils mènent à contribution dans nos associations, ça nous enchante. Mais moi, quand je fais un peu de recul, j'ai pitié d'eux parce que je suis consciente que ça ne va pas les amener au bien-être, cet engagement social. Qu'est-ce que nous faisons réellement? C'est-à-dire, nous devons changer de stratégie. Sinon, c'est-à-dire, dans 10 ans, nous risquons, parce que quand les jeunes vont prendre conscience, quand ils vont réaliser que c'est un cercle d'exploitation qui ne leur permet pas de parvenir à leurs rêves, ils vont nous lâcher. Ils vont lâcher les organisations. Qu'est-ce que ça va devenir? L'héritage là, qui va prendre la relève? C'est autant de questions que nous nous posions d'habitude. Je repose ça ici aujourd'hui pour dire à ce talus-là, ces jeunes volontaires, ces jeunes et les alumni et les bénévoles, tous ceux-là aujourd'hui qui se retrouvent dans des cercles et les partenaires sont contents. Aujourd'hui, il y a même des partenaires qui ne veulent plus faire trop avec les organisations. Ils préfèrent les activistes. Parce que ces jeunes sont dévoués, sont des activistes, on les exploite. Pour 200 000 francs, eh bien, il est prêt à se donner de jouer de nuit. On est prêt à l'utiliser à fond, à mobiliser, au lieu que d'aller financer une organisation avec 2 millions qui va d'ici, qui va dire ça, il faut salaire, il faut loyer. Le jeune activiste est unique singleton. On préfère l'exploiter aujourd'hui. Donc, nous devons vraiment revoir la panacée pour vraiment garantir la continuité de cet engagement social. Je vous remercie. Oui, d'accord, merci. Mais je crois que là également, je reviens au contexte global. On a quand même toute une question qui est le niveau de la rémunération en Afrique. Les Africains sont toujours sous-payés. Alors, on dit le fonctionnaire togolais, le fonctionnaire sénégalais, le fonctionnaire guinéen, le fonctionnaire gambien ont des salaires ridicules. Je vois en ce moment, vous savez, quand il y a eu les gilets jaunes à Paris l'année dernière, quand ils parlent du SMIC, mais le SMIC en France, c'est le salaire pratiquement d'un assistant à l'Université de Dakar. C'est quelqu'un qui a un doctorat et qui est recruté comme assistant. Son niveau, c'est le SMIC que l'ouvrier gagne en France. Et alors, on nous dit, oui, mais d'accord, mais dans les pays ne sont pas chers. Mais c'est faux. Aujourd'hui, tout coûte cher. Se soigner coûte cher, s'habiller coûte cher, l'essence coûte cher. Même à la limite, ce que l'on mange, la viande et le poisson ne sont plus pêchés seulement comme ça dans la rivière et vendus pour quelques sous symboliques. Je crois qu'il y a toute une question que l'on doit remettre en question sur quel est le droit à un niveau de vie décent de nos populations et des travailleurs. Je vois, moi, des agrégés de médecine, titulaires de chaire, qui ont fait des études pendant 20 ans, ils ont un niveau de rémunération que gagne un comptable dans une compagnie privée. L'université fait mal, il fait mal dans les ouvriers, dans les usines, les ouvriers sont mal payés. Et alors, à plein de raisons pour les ONG où ce n'est pas du travail, c'est du bénévolat, parce que ça ressemble à la nature de l'organisation. Je crois qu'il y a une question vraiment globale à soulever également. Oui, je crois que en fait, c'est une question à la fois globale et localisée dans notre secteur. Parce que, tu sais, cette question des PDM, des spécialistes des PDM qui circulent dans toutes les réunions, au niveau de certaines grandes ONG internationales, y compris des femmes, une des solutions qu'elles ont trouvées pour éviter que la même personne se pointe dans toutes les réunions. Il semble que même ici au Togo, les États-Unis aussi ont adopté, l'ambassade des États-Unis aussi a adopté ça. Donc, quand ils font leur réunion, il n'y a pas ce PDM ou ce déplacement, cette indemnité qu'ils donnent systématiquement pour éviter que la même personne se pointe tout le temps. Je pense, moi, que c'est une manière très simpliste. C'est une manière… Ils ne donnent plus rien. Ils ne donnent plus rien parce que s'ils donnent,
c'est à cause de ça que la même personne vient. Donc, s'il refuse de donner, il s'estime que la bonne personne viendra. Mais je pense que c'est une manière très simpliste de vouloir résoudre un problème très compliqué. Parce que nous sommes en train de dire que c'est du bénévolat. Moi, je déteste ce mot aujourd'hui. À la limite, disons, parlons de volontariat. Comme ça, la personne a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit gagner, mais au moins il y a quelque chose. Alors que quand c'est du bénévolat et la personne travaille de toutes les manières, peut-être soit parce qu'elle n'a pas trouvé du travail, d'autres choses à faire ailleurs qui est rémunérée, et donc elle nous sert ici, elle sert l'organisation, mais c'est une personne qui doit vivre, qui peut-être a une famille à charge qu'elle doit nourrir, qui a des besoins. Dans certains cas, certains militants sont toujours en location quand elles arrivent à nos âges. Donc, pour pallier à ça, elles vivent des pédièmes. C'est quand on vous invite à un atelier et qu'on vous donne 5 000 francs par jour. À la fin de la semaine, ça vous fait 25 000. C'est son salaire. Donc, pour pouvoir essayer d'avoir, c'est le seul moyen d'avoir de l'argent liquide sans autre forme de justificatif. Donc, pour pouvoir avoir ça, elle va essayer de cumuler autant d'ateliers que possible. Mais en accumulant autant d'ateliers que possible, à quel moment elle a le temps pour travailler sur son organisation? Donc, c'est un fond de problème qui génère beaucoup d'autres. Et donc, si on veut tendre vers une professionnalisation de ce secteur pour avoir un impact plus grand par rapport à ce que nous faisons actuellement, je pense que c'est un aspect important qu'il faut aborder. Parce que c'est vrai, quand ils se plaignent de nous, que notre système interne n'est pas solide, nous n'avons pas telle règle en place, nous n'avons pas de procédures, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, vous n'arrivez pas à monter des projets de qualité. Oui, projets de qualité là, on va monter comment? Ailleurs, tu appelles juste un consultant, tu lui dis l'idée projet, il te met ça en forme correctement, et puis c'est ça, tu soumets, et puis ça passe. Mais chez nous, vous devez vous tuer pour tout faire par vous-même, parce que vous n'avez même pas les ressources pour payer qui que ce soit pour venir vous aider. Donc, je pense que c'est un problème fondamental qui s'imbrique dans un autre plus grand, comme tu viens de le dire, le niveau de rémunération. Quand je mets, en fait, une seule vie ne suffira pas à tout faire. Parce que comme je te le disais, le niveau de rémunération au Togo, comparé au niveau de rémunération dans la sous-région, est extrêmement faible. Et l'argument que les politiciens vont vous dire, c'est que la vie n'est pas chère. Mais en fait, la vie au Togo, comme en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est la même chose. Mais ce n'est pas possible que le SMIC au Togo, c'est 70 $, 35 000 francs CFA. Et la personne va faire quoi avec cet argent? Et c'est calé comme ça jusqu'à ce que quelqu'un se mobilise pour bouger. Donc, quand on compare ça, ce niveau de rémunération, c'est ce qui génère beaucoup d'autres problèmes plus profonds, la migration des cerveaux, tout ça. Enfin, tout ça et tout ça corollaire. Mais c'est ce niveau de vie-là qui font prendre des risques inutiles, qui font périr les gens en mer inutilement parce qu'ils cherchent une certaine amélioration de niveau de vie. Donc, c'est vraiment un truc complexe. Et moi, je ne sais pas si je serai en mesure, mais je serai prête à soutenir une initiative de plaidoyer qui pourrait aboutir à un changement. C'est vrai que provoquer ce type de changement ne sera pas facile, même pour apporter la question des travailleurs domestiques sur l'agenda, ou bien la question des mutilations génitales féminines sur l'agenda international. Ça n'a pas été facile. Rien n'est facile quand vous voulez changer le statu quo. Mais si nous, on ne le fait pas, je pense que c'est quelque chose que nous devons à la génération qui va nous suivre, parce que nous l'avons vécu, nous pouvons mieux argumenter. Le temps qu'elles arrivent à notre niveau, elles seraient déjà sacrifiées pour pouvoir attaquer ces institutions qui ont institutionnalisé, je ne sais pas, cette exploitation qui n'a pas de sens. La fin de vie de certaines militantes est extrêmement pénible. Nous avons perdu une au Togo. J'étais à son enterrement, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Le degré de pauvreté. Non, mais ça, c'est ce que nous n'osons pas dire quand nous nous retrouvons dans la réunion. Tu trouves la manière de t'habiller correctement, mais personne ne sait comment tu vis. Personne ne te le demande. Et quand tu cesses de venir aux réunions, personne ne te le demande non plus. Parce que quand celle-là était décédée, tout le monde avait tellement ses propres problèmes, avait tellement de ressources limitées que personne ne pouvait rien faire. Donc, elle est devenue la charge de cette famille à cet âge-là. Oui. Donc, franchement, c'est pénible. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Est-ce que vous faites intervenir des personnes qui ne sont pas intervenues? Alors, qu'est-ce que je vois? Clotilde? Fatou Santé? Vous voulez intervenir? Ils ne sont pas très nombreux, hein? Alors, Dans le chat, il y a les interventions là-bas. Ah, vous savez pas dans le chat, là, mais les personnes qui ont quelque chose dans le chat, là, pouvez dire publiquement ce que vous avez écrit dans le chat? Ok, Fatou Santé dit le secteur tend à disparaître car les nouveaux jeunes, là, n'acceptent plus de travailler sans salaire. Quand tu as ton enfant, tu n'as pas de contrat ni rien qui te garantisse la sécurité sanitaire. Donc, c'est vrai, quand les jeunes rejoignent le mouvement et découvrent tout ce malaise, ils reculent. Marie-Laure qui dit il faut qu'on rende visible notre plaidoyer pour la rémunération des acteurs de la société civile. Une prise de conscience des jeunes reste importante. Mais Clotilde, en revanche, je pense, n'a pas réagi dans le chat. Moi j'aimerais bien intervenir sur cette question des jeunes qui ne veulent pas travailler. Allô? J'aimerais bien intervenir sur cette question des jeunes qui ne veulent plus travailler volontairement ou bénévolement parce que, bon, moi particulièrement, je dis que la pression sociale que nous avons aujourd'hui en tant que jeunes n'est pas la même que nos parents avaient quand ils avaient nos âges. Moi, par exemple, bon, et j'en ai discuté également avec beaucoup d'autres comme moi. Vos parents vous disent, moi, à 23 ans, j'ai commencé à travailler, à 20 ans, j'ai commencé à travailler, à 25 ans, j'ai commencé à travailler. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a de ces parents-là qui ont même commencé à travailler à 30 ans, mais qui vivaient chez leurs parents et qui avaient encore l'argent de poche de leurs parents. Alors qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, dès que vous avez le bac et que vous commencez à aller à l'université, vous participez à des réunions, à des activités et autres, vos parents pensent que vous êtes en train de gagner de l'argent dedans. Parce que comme Mme Massan l'a dit, vous vous levez le samedi, vous vous habillez bien, vous allez à une formation, vous allez à un séminaire et autres. Personne n'imagine que vous n'y gagnez rien. Donc, même vos proches pensent que vous gagnez de l'argent dedans, alors que vous ne gagnez rien. Mais parfois, même le déplacement qu'il faut pour aller de votre maison à cet endroit-là, vous ne l'avez pas. Donc, ça, c'est tout à fait normal que les jeunes se désistent parce que vous trouvez les moyens pour financer tout ça. Alors que derrière, il y a les proches, il y a les parents qui comptent sur vous pour peut-être s'occuper d'eux après. Donc, il y a cette pression sociale-là que nous avons aujourd'hui et que peut-être, bon, moi, c'est moi qui le pense comme ça, mais peut-être que c'est différent. Les aînés vont nous en dire plus que nos parents n'avaient pas à l'époque, parce qu'il y a des parents qui ont commencé par travailler, mais avaient encore de l'argent de poche. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Dès que le jeune a le bac, on pense qu'il peut se débrouiller, que la vie est beaucoup plus facile aujourd'hui, qu'il peut se débrouiller, etc., etc. Donc, moi, je me dis que c'est tout à fait normal que certains jeunes démissionnent sur la question du volontariat. C'est ça encore qui légitime, qui justifie la discussion sur cette thématique-là que nous sommes en train d'aborder. Il faut qu'on puisse rémunérer ce travail-là que nous faisons, ce travail d'engagement-là que nous faisons, pour que nous puissions également à notre tour puiser de ces ressources-là pour le financer. Si je viens aujourd'hui et que demain je n'ai plus de moyens de déplacement, je ne peux plus y participer. Et c'est comme ça qu'on se décourage en fait. Merci. C'est vrai. D'accord, merci beaucoup. Merci. Il y a une dernière intervention, deux dernières interventions. Oui, allez-y. Alors, Clotilde, hein, je vois Clotilde. Oui, Clotilde est là. Oui, allez-y. Bonsoir, mesdames. Oui, j'ai levé la main, Effectivement, vous m'excusez beaucoup. Effectivement, comme elles le disent, aujourd'hui, on a des difficultés quand même à faire partie des associations à but lucratif parce que les paramètres de la société ne nous le permettent pas. Quand tu veux, surtout pour les femmes, quand tu veux te mettre à faire ce genre de participation, on te dit, mais à ton âge, pendant que tes amis pensent à se marier, à fonder une famille, à avoir des enfants, toi, tu es là, tu ne fais qu'avoir la grande gueule dans les associations pour dire que tu défends tel droit, que tu défends telle chose, que tu défends telle cause. C'est vraiment difficile pour nous.
même seulement dans les associations estudiantines et tout. Mais une fois que tu vas aux réunions et qu'après, tu n'as pas l'argent pour encore aller à la réunion, c'est difficile de suivre le fil. Moi, personnellement, j'étais à la jeune chambre, mais c'est difficile d'aller, de venir, d'aller, de venir. Donc, j'ai suivi un peu dans le chat tout ce qui s'est dit et je vous remercie pour ces échanges. Mais en tout cas, il faut dire que si une cause tient à cœur, on doit toujours forcément trouver un moyen de lutter pour cette cause-là. Parce que ça doit être finalement aimer et servir. Aimer, servir pour que, même sans rémunération, qu'on puisse trouver sa joie et sa rémunération dans le bonheur qu'on procure aux autres, en fait. D'accord. Merci bien. Quand on a faim. Voilà, c'est difficile d'aimer de servir quand on a faim. Mais Dieu pourvoira, on aimera et on servira. Il ne faut pas mentir dans le compte de Dieu. Dieu est occupé par tellement de problèmes graves. Oui. Tu dois penser que ça, c'est unique. Allez-y, Nonyuba, allez-y, c'est à vous. Allez-y. Micro. On n'entend pas, hein? Le micro. Le micro. Ah, ok. Faut que je ok, c'est pas marqué. Yonuga, micro. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, j'aimerais intervenir par rapport à la réticence de la jeunesse de s'engager. Et c'est vrai, c'est les risques que nous relevions tout à l'heure par rapport à l'engagement. Lorsque la personne qui s'engage à travailler de manière bénévole ou de manière volontaire au service des autres, ne peut pas se permettre de se nourrir, de s'habiller, de se loger convenablement parce qu'il n'y a rien qui le lui permette. C'est normal que les jeunes se découragent de l'engagement. Raison pour laquelle, moi, je vous demande, vous, en tant que société civile, parce que c'est vous qui avez beaucoup plus de force. Quoi qu'on dise, les gouvernants ont le pouvoir de décision, mais le mouvement se fait à partir de la société civile. Donc, que la société civile s'organise pour que le plaidoyer soit vraiment efficace, pour que quelque chose se fasse pour booster et faire bouger les choses pour que cette situation-là se règle. S'il vous plaît, tel que vous avez déjà défendu beaucoup d'autres droits, je suppose qu'effectivement, c'est un droit qui est en train d'être violé. C'est un droit de l'homme qui est en train d'être violé. Et donc, il faut booster, il faut bouger les choses. Faites ce qui est en votre pouvoir et vous ne le regretterez pas d'avoir permis aux générations qui nous suivront de bénéficier de ces travaux que vous aurez faits en faisant ce lobbying-là à l'égard des décideurs, à l'égard de ceux qui doivent prendre des décisions, des bonnes décisions pour que cette situation se règle. Merci. Oui, je vais faire 2 commentaires à ce propos. Vous savez, très peu d'États reconnaissent les actions de la société civile. La société civile, elle est considérée par les États comme une opposition éternelle. C'est vrai, lorsque des groupes se forment pour lutter contre les mutations génitales féminines, par exemple, ou bien contre d'autres pratiques qui affectent la santé de la mère et de l'enfant, on aurait pu penser que les États acceptent ces revendications parce que c'est un problème de santé publique. Or, les États n'aiment pas beaucoup qu'on les dérange dans leurs convictions. Les mutations génitales féminines, les États africains ne sont jamais préoccupés jusqu'à ce que les sociétés civiles en Afrique et en Occident fassent une espèce de forme un courant d'opinion qui a obligé les bailleurs de fonds dans ces pays là-bas de financer des campagnes qui ont fait pression sur les États.
Mais les États, au fond, prennent très, très peu d'eux-mêmes des actions. Finalement, les États finissent par accepter certains droits. Mais la lutte pour les droits, c'est à partir des citoyens que ça se fait, c'est à partir des sociétés civiles elles-mêmes. On a eu ça pour le droit de vote, on a eu ça pour la parité, on a eu ça pour le fait que nos États signent des conventions. De la CEDEF au protocole de Maputo, ce ne sont pas des initiatives des États. Les États, quand ils ont une initiative, ils ont écrit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça, les États ont écrit ça. Mais les femmes n'y étaient pas. Et il a fallu que les femmes, la société civile, s'y mettent pour imposer ce protocole. Donc, c'est extrêmement difficile parce qu'on doit lutter pour avancer des idées, on doit lutter pour les formuler en termes de droit, on doit lutter pour les formuler en termes juridiques pour que des lois puissent être prises dans une assemblée nationale. Si en plus on demande aux États, mais payez-nous parce que ce sont des efforts, c'est extrêmement compliqué. Nous ne sommes pas des compagnies privées qui peuvent négocier le prix de l'arachide ou le prix du cacao. Nous, on n'a que le prix des droits humains et ça, c'est des droits dont les États ne négocient pas les prix. On impose aux États de finir par signer ces conventions quand on a assez de force, quand on a assez d'appui extérieur, ça il faut le dire, pour qu'ils y arrivent. Donc, c'est un complexe extrêmement compliqué. En fait, c'est une question politique que les États ont du mal à assumer parce que réclamer ces droits, c'est être en opposition contre l'État. Je ne sais pas ce qu'en pensent les juristes sur la manière dont on formule les droits et la manière dont on les fait appliquer. Mais sans être juriste, je pense que c'est une position extrêmement délicate et difficile à tenir parce qu'un État ne peut pas travailler contre lui-même. Et puis, il faut savoir que les États, ce sont des politiciens avant tout, qui, quand ils accèdent au pouvoir, pensent plutôt à leur réélection plutôt qu'à toute autre chose. Donc, si vous pensez que c'est lui qui va venir dire quelque chose que la moitié de ses électeurs va refuser, il ne se risquerait pas, même si personnellement, il a une conviction profonde. Donc, on est en perpétuel dans cet environnement, dans ce cadre perpétuel. Et parfois même, c'est risqué de se mettre sous la coupe d'un État parce que parfois, il peut carrément vous dévier. Donc, parfois, c'est important de ne pas se laisser contrôler par un État et de chercher vos appuis ailleurs. Surtout quand vous voulez soulever certaines questions transversales, vous devez préserver votre autonomie en tant qu'organisation, en tant que militante, pour avoir les mains libres, pour pouvoir dire des choses quand ça ne va pas. Donc, parfois, ce sont des positions que institutionnellement, on doit prendre et très peu d'organisations francophones se risquent sur ce terrain-là. Mais ce sont des choses que nous devons commencer par apprendre à faire. Je me rappelle quand on a lancé notre lettre ouverte au président Macron, il y a des structures qui ont refusé de signer parce qu'elles reçoivent des financements français et ne veulent pas le mettre à risque du tout. Pas pour une lettre, pas pour un financement. Donc, ce sont des positions difficiles à tenir, mais on est plus à l'aise et plus libre de prendre des dispositions. Et c'est vrai, comme Fatou le dit, si vous venez, vous faites pression, vous venez avec beaucoup de force, ils cèdent, ils reculent. Et ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais rien n'est jamais donné. Donc, c'est pourquoi nous n'attendrons pas que quelqu'un vienne nous donner. Non, mais pour avancer la réflexion. Ouais. Il nous reste 6 minutes pour finir. Et tu as encore, je ne sais pas, Manuela et puis Fatou, l'autre Fatou. Fatou Santé qui veut l'intervenir. Oui, bonsoir. Bonsoir, homonyme. Bonsoir. J'ai suivi avec beaucoup d'attention cette session parce que ça nous interpelle directement parce qu'on est tous dans les associations et nous subissons, on va dire, les règlements qui ont été érigés entre les entités des Nations Unies ou les ONG avec l'État parce que je pense que toutes ces lois-là qu'ils ont mis qui sont normalement, toutes ces lois qu'ils ont mis pour la participation active des citoyens, c'est parce que quand l'ONG ou l'entité des Nations Unies s'est
s'est installé dans le pays, ils ont signé des contrats et ils ont signé des accords quand ils se sont installés. Et dans ces accords-là, c'est là-bas qu'ils ont installé cette notion de ne pas, on va pas dire payer, de ne pas donner une prime ou bien, voilà, comment on appelle, aux membres des associations ou bien aux membres des OSC de la société civile. Et que le plaidoyer doit se faire à ce niveau-là. Comment faire pour changer ces lois-là? Comment faire pour que ces entités puissent mettre dans leur projet ou bien leur plan d'action, mettre une rubrique qui permette comment on appelle, aux activistes de pouvoir se faire payer ou bien de pouvoir avoir peut-être une garantie comme les garanties que les salariés ont. Parce que puisqu'on n'est pas des salariés, comment on fait pour se faire payer? La majorité ici, je vais donner l'exemple du Sénégal, la majorité ici, ce qu'on fait, c'est l'entrepreneuriat. On essaie d'entreprendre. On essaie d'avoir quelque chose à côté qui nous permette d'avoir des sous. Par exemple, nous, dans notre association, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un produit que l'on vend, un produit qui est une solution pour la population. C'est les serviettes hygiéniques réutilisables. C'est ce qu'on fabrique et ça permet aux membres de l'association d'avoir de quoi faire les transports, de quoi payer, pas un salaire, mais c'est surtout leur problème, de régler leurs problèmes. S'ils sont étudiants, de leur offrir, par exemple, un ordinateur, de leur offrir une petite somme pour qu'ils puissent payer leur transport. Et ça permet à ces membres-là de pouvoir être actifs dans l'association et ça leur permet aussi de pouvoir avoir la permission des parents, parce que c'est important. Les parents, qu'est-ce qu'ils te demandent en premier? Qu'est-ce que tu as dans l'association? Qu'est-ce que ça t'apporte? Si c'est juste rien du tout, les parents te disent pourquoi tu y vas? Tu restes à la maison. Et ça nous causait beaucoup de problèmes. Et on a essayé de les rémunérer de cette manière-là et que eux, à leur tour, ils puissent rester actifs dans les activités et surtout dans les programmes. Ça c'est important. Moi, en tout cas, je suis ouverte à partir de ce groupe-là de pouvoir travailler sur un plan d'action qui pourra servir dans tous les pays francophones qui sont ici présents et de pouvoir faire un plaidoyer fort pour que nos besoins soient pris en compte. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, on est presque à la fin. S'il vous plaît. Oui. D'accord, merci beaucoup. J'étais en train de parler tantôt par rapport à ah oui, d'accord, Emmanuel. Oui, qui demandait si on pouvait trouver un juste milieu pour permettre aux gens qui sont déjà engagés je vais dire, survivre et de ne pas permettre aux autres aussi de s'engager juste pour la rémunération. Alors, ce que moi, je veux dire, c'est loin d'être une passion pour nous de défendre les droits des hommes, les droits humains, les droits des femmes. Moi, je trouve que c'est plus un devoir pour tout être humain de s'engager dans les questions qui vont dans le développement de son pays, des hommes. Alors, une chose est d'inciter les gens à s'engager, une chose est de les mettre, de leur donner les moyens d'y arriver. Par exemple, quand il y a Fatou qui vient de parler, quand tu prends les parents, ils te disent tout le temps, tu n'es pas à la maison, tu vas ici, demain tu es là-bas. Non seulement tu te fatigues, mais tu n'as rien. Donc, autant rester chez moi à la maison, je te vois et puis bon, ça va. Il y a tes camarades qui te voient tout le temps, oui, tu as l'argent parce que tu vas ici, demain tu es à la radio, demain tu es à la télé, mais finalement, les gens ne savent pas ce que l'on vit en étant engagé. Donc, moi, je trouve que, parce qu'il y a aussi l'option du fait que
j'ai une formation aujourd'hui, je sais que je vais y aller, on va me donner peut-être 2000 francs comme per diem pour mon déplacement. Les 2000 francs qui ne vont pas suffire juste pour le déplacement, mais je dois manger, alors que je peux aller travailler quelque part d'autre et gagner peut-être 15 000 francs dans la journée. Je préfère carrément laisser la formation et aller travailler, peu importe si je sois passionnée ou pas. Donc, moi, je me dis, ce serait vraiment une alternative de booster les jeunes, de vraiment les encourager à faire de leur mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui veulent être engagés, mais ils sont découragés. Ils sont découragés parce qu'il n'y a vraiment pas de moyens. Donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, un très bon sujet sur lequel on doit travailler pour permettre à beaucoup de jeunes, parce que moi, je me dis que les gens, ils ont beaucoup à donner. Les jeunes, ils ont beaucoup à donner, mais il faudrait juste qu'on leur donne les moyens de les soutenir et puis ils vont beaucoup donner de ce qu'ils ont et apprendre également de nos aînés. Parce que vous, en tout cas, vous êtes en train de vieillir, si vous voulez ou pas. Donc, c'est à nous de prendre la relève. Mais si on n'a pas ce background-là nécessaire, vous allez partir et le travail va rester. Mais je ne sais pas qui va le faire si ce n'est nous. Donc, autant nous donner en même temps les moyens d'y arriver, de vraiment prendre la relève, d'assurer la relève quand vous ne serez pas là. Ça, vous pouvez partir tranquillement. Et voilà, je ne veux plus revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Je pense que tout a été déjà dit. Et vraiment, moi, j'ai vraiment aimé la séance de ce soir parce que ça a été vraiment l'un de mes défis pour cette année. Tu sautais dans toutes choses, mais à la fin, tu ressors fatigué, mais tu ne vois pas le résultat, tu n'as rien, tu es découragé parfois, tu as envie de prendre du temps pour toi, te caser quelque part et bon, les laisser faire, mais bon. De toute façon, nous sommes convaincus que nous sommes le changement et personne ne viendra changer les choses à nos places. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'être nos aînés, de nous conduire, de tracer les chemins pour nous surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuela. Merci beaucoup pour cet encouragement parce que au fond, que des générations plus jeunes soient… Alors, je n'aime pas dire sur nos pas, hein, parce qu'elles ne sont pas sur nos pas, elles sont sur leurs propres pas. Et c'est un mouvement qui va de l'avant et je pense qu'il faut l'encourager. Peut-être je vais laisser Amassam dire 2 ou 3 mots, puisque c'est elle qui a organisé le programme, et je pourrais peut-être clore en 2 ou 3 autres mots de plus, parce qu'il est déjà 18 heures. Oui, en fait, on n'avait pas un grand groupe, mais c'est une conversation qui a été très intéressante. C'est vrai, j'étais en train de rire parce que, Fatou, je veux dire, elle nous impose des conditionnalités pour prendre la relève. Franchement, les jeunes, elles ont de ces idées. En tout cas, nous, on n'a pas eu la présence d'esprit de l'imposer à nos aînés. Mais en tout cas, le monde a beaucoup changé et donc, elles sont claires dans leurs revendications, c'est bien. Je salue toutes les participantes à cette session. Je te remercie beaucoup, Fatou, d'avoir accepté de nous accompagner, malgré ton agenda très chargé. Beaucoup de personnes, on est à la fin de l'année, donc les agendas sont vraiment bousculés. Mais merci pour votre contribution, pour vos participations et pour toutes vos idées. Nous allons les prendre en compte. À partir d'ici, je ne peux pas promettre ce qui va arriver à la suite, mais seulement c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et comme les jeunes nous le disent à haute voix, toutes celles qui étaient là, elles ont parlé le même langage. Le risque que ce travail ne continue pas comme nous l'avions fait est grand. Et moi, je suis extrêmement remontée, comme je te le dis, que cette rémunération qu'on nous refuse, ce n'est pas juste. Parfois, quand c'est vos propres bailleurs qui vous le refusent, comme tu l'as dit, eux, quand ils travaillent dans ces institutions, parce que ce ne sont pas eux les bailleurs, ce sont des travailleurs. Ils gagnent un salaire. Ils n'oseraient pas faire de bénévolat, comme ils nous le demandent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous demandent ce qu'ils n'oseraient pas faire eux-mêmes? Donc, je pense que c'est une question importante qu'il faut travailler à mettre sur l'agenda pour qu'ils prennent conscience. Parfois, ils ne prennent pas conscience jusqu'à quel point les militantes sont pauvres. C'est vrai, comme les filles le disent, on apparaît à la télé, on apparaît à la radio, et parce qu'on est visible, tout le monde pense que tout est bon. J'étais en train de parler avec l'Union européenne au Togo à propos, quand il y a les financements de l'Union européenne, ils vous invitent tous, toutes les organisations, y compris ceux des femmes. Seulement, pendant longtemps que j'ai travaillé au Togo, je ne savais pas. En fait, j'ai évité de prendre des financements locaux
Mais je ne savais pas que les organisations de femmes n'accédaient pas au financement disponible dans le pays. Quand j'ai découvert ça, donc on a commencé, c'est quand j'ai créé aussi le fonds, et j'ai pris la dame de l'Union européenne pour lui expliquer plein de situations. Quand les filles ici disent qu'elles n'ont parfois pas le moyen de déplacement, des militantes aussi vieilles que nous ou plus que nous, parfois se retrouvent dans la même situation. Quand le partenaire dit, quand je convoque la réunion, je ne vous donne pas le déplacement. Donc, elles n'ont pas de salaire. Et il y a une particulièrement que j'ai commencé par réfléchir, par regarder les gens, par essayer de comprendre comment elles vivent, à partir de quel salaire, juste pour comprendre cette problématique de per diem, cette problématique de rémunération, tout ce que ça génère. Mais beaucoup d'entre nous sont extrêmement pauvres. Mais n'oseraient jamais le dire. Parce que ça fait honte de dire à notre âge que je n'ai pas 5 000 francs pour mettre du carburant dans la voiture. C'est pourquoi je n'ai pas pu venir à la réunion. Personne n'oserait dire ça. Jusqu'à ce que des gens comme nous leur disent. Non, quand je lui ai expliqué, tellement expliqué, la fois où ils ont lancé l'appel, ils ont créé une portion spécifique pour les organisations de femmes, pour qu'elles compétissent entre elles, pour s'assurer que tout au moins une portion de ce financement parvienne aux organisations de femmes. Donc, je pense que c'est un débat important et ça porte en soi à une thématique plus grande et nous allons voir comment, dans la conclusion de ce travail et dans la suite, nous allons le prendre en compte pour poursuivre, pour que ça ne se termine pas dans le rapport de ce forum et s'arrête là. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis je te laisse clôturer, Fatou. Voilà. Alors, je voulais dire que cette question, ce n'est pas seulement à nos niveaux qu'elle se pose. Hein. Comme je l'ai dit, en ce moment, on a la réunion du board d'une organisation de féministes du Sud à laquelle j'appartiens. Et on était en réunion, mais les gens avec qui je discutais venaient. Il y en avait 2 qui venaient d'Inde, une de Sri Lanka, une de Chine, 2 du Brésil, 2 de l'Argentine, moi du Sénégal, quelqu'un d'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire qu'on était un groupe de femmes venant de différents pays et travaillant pour une organisation des droits humains. Mais aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'était comment faire pour qu'on puisse associer des gens au travail que nous faisons. Parce que bon, mon organisation, peut-être qu'elle a une situation spécifique, c'est qu'elle est chargée de faire des études sur diverses questions, sur la sexualité, sur la politique, sur l'effet du Covid sur les populations, des une organisation de recherche et de plaidoyer. Mais ça veut dire que les gens sont là, font des recherches, écrivent des rapports. Alors, on arrive à trouver des fonds pour mener la recherche, pour aller sur le terrain, interviewer, mais on a besoin de payer ces gens-là. Et aujourd'hui, le débat que nous avions, c'est... Alors, on a fait ça pendant une dizaine d'années sans avoir touché un sou. On n'a pas touché un sou pour les travaux que nous avons faits et les publications que nous avons faites parce que c'était notre engagement. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous étaient quand même des gens qui travaillent dans une université ou dans une ONG où ils avaient un minimum de salaire. Et nous, on avait un salaire normal qui faisait que le travail de recherche que je faisais avec ce groupe-là, je pouvais à la limite le mettre dans mon agenda de recherche de mon université. Mais aujourd'hui, quand on veut recruter la nouvelle génération, des plus jeunes, mais on a un problème. Alors, comment est-ce qu'on finance? À quel taux on finance? Est-ce qu'on finance un tiers, un quart? Est-ce qu'on met un salaire entier? Est-ce qu'on paye des droits pour la retraite? Est-ce qu'on paye des droits? Parce que finalement, nous sommes comme une compagnie qui fait travailler des gens. Parce que le travail d'une ONG, c'est du travail. Le travail militant, c'est du travail. Comme le travail domestique, c'est du travail et il faut le rémunérer. C'était exactement le débat que j'ai eu ce matin. On a commencé à 10 h du matin, j'ai terminé à 1 heure avant de venir à cette réunion-ci. Et on a eu et alors, non seulement on a discuté également des niveaux de salaire. Parce que si vous êtes au Brésil et si vous êtes à Colombo, au Sri Lanka, les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'on va payer plus bas, plus haut? Donc, ça a été vraiment un débat extrêmement important. Je ne savais pas que cet après-midi, c'est ça que j'allais discuter. Hein.
Moi, je discutais du travail domestique gratuit des femmes, mais je pense que ça vient de là. Ça vient de là, l'idée que le travail des femmes, c'est un travail acquis. Le travail des femmes, elles sont là, elles le font, point. De la même manière qu'on nourrit nos familles, de la même manière, on travaille dans les ONG, on rassemble les gens, on fait les grandes marmites de nourriture, là, quand il y a une réunion, quand le chef d'État arrive, on nous fait danser devant, etc. Il y a une idée qui est là, qui est une fausse idée et qu'il faut absolument combattre si on veut aller de l'avant et faire que ce soit un véritable travail. Parce qu'il n'y a aucune honte à être payé pour faire un travail militant. Aucune honte. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat, d'avoir participé à la discussion, de vous être engagé. Bon, j'espère que dans quelques années, les plus jeunes générations là, auront réussi à rompre ce mur autour de la rémunération des femmes. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Au niveau de l'ANG et ailleurs, c'est vraiment ce truc. Voilà, je vous remercie. Et puis, est-ce qu'il y a une session qui suit? Non, c'est la dernière session de la journée. La dernière session de la journée. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne nuit. Reposez-vous et à demain. Merci beaucoup, Fatou. Au revoir. Merci beaucoup. Bye. À vous pour la Au revoir, Fatou. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Fatou, merci. À demain. Au revoir. Allez, au revoir. Tourne au tableau. Ça va, bonjour. Oui, bonjour, nous vous écoutons.